bienvenue. Merci de votre présence nombreuse ici ce matin à Carhaix, à l'espace Glenmore pour notre matinée d'échange et de travail, mais pas que la matinée d'ailleurs, la journée entière d'échange et de travail sur le thème de la transformation numérique organisée par Mégalis Bretagne. Vous êtes plus de 350 inscrits, ce qui prouve bien l'intérêt sur ce thème. Il y aura sans doute beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions aussi, et cette journée elle est placée sous le signe de l'interactivité. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, en parlant de numérique, c'est bien de vous préciser qu'il y a un Wi-Fi gratuit, bien sûr, ici, sur lequel vous pouvez vous connecter de manière automatique. Donc, c'est le Wi-Fi Glenmore. Pas de mot de passe, pas de code, rien du tout. Très simple. Donc, voilà, ça vous aidera pour la suite de la matinée. Une matinée que nous allons commencer avec quelques propos introductifs et propos d'accueil. Et pour ce faire, je vais demander à Christian Troadec, le maire de Carhaix, vice-président de Power Communauté, de bien vouloir donner le coup d'envoi de cette matinée. Bonjour Christian Troadec, on peut vous applaudir, je pense. Je vous laisse gagner le pupitre. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Dégué Mermat et Lorraine Glenmore, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à Mégalis d'avoir choisi Carhaix pour lieu de cette réunion de travail sur un site que vous connaissez peut-être en partie, puisque nous sommes ici à l'espace Glenmore, qui comprend à la fois cette salle de spectacle dans laquelle vous êtes actuellement, mais aussi un centre de congrès donc, qui jouxte ce bâtiment et qui permet donc d'accueillir ici des assemblées générales, des réunions à la journée dans ce qu'on appelle traditionnellement le tourisme d'affaires ou le tourisme de congrès. Un lieu qui est aussi important pour nous puisqu'il est situé à la porte d'une manifestation que je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle le Festival des Vieilles Charrues, qui se jouxte donc juste à l'arrière du bâtiment du centre de congrès, dans un site tout en verdure, en environnement, avec un amphithéâtre naturel, qui accueille tous les ans au mois de juillet plus de 280 000 spectateurs désormais. Donc c'est un événement pour la ville de Carhaix, qui évidemment est à la fois un événement culturel, un moment festif, mais aussi un moment médiatique qui permet à une petite commune de 8 000 habitants de sortir un peu de l'anonymat au moins une fois par an pour faire parler d'elle à un public bien plus large. Bien sûr aussi de rappeler que cette ville, si on en dit deux mots sur son histoire, qu'elle est une longue histoire, même si elle ne compte que 8 000 habitants. Aujourd'hui, elle en comptait aussi quasiment autant, voire plus, à la période romaine, puisque Carhaix est une ville antique qui a été fondée par les Romains, et qui portait à l'époque le nom de Vorgium. C'est tout simplement ce que Rome avait construit un peu partout dans son empire à l'époque. Ce sont des places centrales qui permettaient à la fois de maîtriser bien sûr tout un pays qui avait été conquis, mais aussi de jouer un rôle politique, administratif, militaire et économique, mais aussi de prestige, pour essayer de faire adhérer la population locale, ici les Celtes évidemment, à la civilisation qui est devenue ensuite ce qu'on a appelé la civilisation gallo-romaine. Donc la ville de Vorgium était une ville en élévation, située sur un plateau, qui est aujourd'hui là où se situe la mairie de Carhaix, et comptait donc entre 8 et 15 000 habitants, avec des bâtiments qui étaient en hauteur, comme on peut le dire, qui amenaient à ce que toutes les populations environnantes pouvaient essayer d'une manière ou d'une autre envisager de pouvoir un jour s'y inscrire et habiter dans cette cité gallo-romaine. Carhaix d'ailleurs, qui a pris le nom ensuite, donc, qui a succédé à Vorgium, vient du nom latin de Carafes, qui veut dire tout simplement carrefour. Vorgium, c'était bien sûr comme Rome ou Paris, même modèle qui a été conçu de centralisme. Alors, ici, une particularité, c'est qu'on a nommé un décentralisateur, a été élu à la tête d'une ville qui a été conçue pour être une ville centrale. Donc cette ville a toute la particularité d'avoir un nombre de voies à l'époque romaine, à l'époque de Vorgium, qui permettait d'accéder à peu près à toutes les autres cités de l'armorique de l'époque. Et Carhaix, d'ailleurs, en jouant son rôle de carrefour, de carafes, ce mot latin, s'est développé à chaque fois quand elle a conçu et reconnu qu'elle était cette plaque tournante pour tout un territoire, aujourd'hui qu'on appellerait la Bretagne occidentale, à moins d'une heure de route des principales villes bretonnes. Alors, cette histoire, elle est racontée, et c'est souvent le lien qu'on fait avec le passé, bien sûr, lieu de carrefour pour l'époque du Moyen-Âge, avec des grandes foires qui étaient organisées sur Carhaix, rassemblement des vieilles charrues aujourd'hui, mais aussi à la période moderne et contemporaine, la création d'un réseau ferré breton qui s'appelle le réseau breton, avec un système aussi là de voies en étoile qui partait partout en Bretagne. Une période riche dans son passé, dans son histoire, et puis en même temps aussi bien sûr une volonté d'être la tête dans les étoiles, comme on dit, pour essayer de préparer au mieux l'avenir. Et on a retrouvé un lieu qui un peu symbolise cela aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'aller le visiter, il s'agit d'un centre archéologique
qui parle de cette histoire particulière de Carhaix et qui en même temps est basé exclusivement sur les nouvelles technologies. Donc c'est un lieu qui se situe à côté de l'hôpital de Carhaix, rue Docteur Mingui, qui est ouvert d'ailleurs aujourd'hui et tous les jours de la semaine, à part le lundi. Donc si vous avez l'occasion de revenir sur Carhaix, n'hésitez pas d'aller visiter ce lieu qui est à la fois un lieu du passé et en même temps un lieu d'avenir. Et c'est aussi d'ailleurs pour cela qu'en ayant la connaissance de notre propre identité, les pieds, comme on dit, bien accrochés au sol, et avec l'esprit d'essayer de trouver aussi les services et la modernité nécessaires à la société actuelle, que nous sommes lancés en 2011-2012, très rapidement, d'une volonté affichée par Pouvoir Communauté, la communauté de communes qui fédère 11 communes autour de Carhaix, d'aller aussi très vite dans le dispositif qui avait été initié par la région Bretagne, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir retenu à Carhaix très rapidement en 2012 et 2013, comme une des villes témoins, une des villes pilotes, parmi les 13 qui ont été retenues à ce moment-là, villes moyennes, qui ont pu bénéficier du dispositif Mégalis pour pouvoir bénéficier très rapidement de la fibre optique. Alors aujourd'hui, la ville de Carhaix peut s'enorgueillir d'être une ville fibrée aujourd'hui à 100%. Le total sur l'ensemble de la communauté de communes est à 56%, mais Carhaix est fibré intégralement maintenant depuis quelques semaines. Et évidemment, ça a totalement bouleversé la vie des Carhaisiennes et des Carhaisiens. D'abord pour les particuliers, toute commercialisation d'ailleurs est très favorable, qui amène à ce que, on puisse bénéficier aujourd'hui d'une connexion au monde entier. Et puis bien sûr aussi au niveau économique, puisque également ça a permis aussi de pouvoir développer nos zones économiques, faire venir des entreprises qui elles-mêmes ont besoin aujourd'hui en instant T de produire et en même temps de connaître leur niveau de leur stock en fonction de la commercialisation de leurs produits. Donc voilà, c'est une ville qui a aussi envie de travailler dans le domaine du développement des nouvelles technologies, surtout de leur application dans ce qu'on appelle bien sûr aujourd'hui les cités connectées. Donc on a pas mal de projets qui vont essayer de sortir dans les prochaines semaines. Et tout particulièrement dans celui qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de Bretonnes et de Bretons, plus largement des habitants de l'Hexagone, celui bien sûr le problème de la mobilité. Et on va essayer aussi avec d'autres villes, et en particulier dans la région lyonnaise, d'être pilote en la matière pour avoir ici un système adapté, complété bien sûr parce qu'on connaît en termes de transport collectif ou de transport à la demande, mais aussi sur du transport qui serait donc lié à la mobilité, mais lié là tout spécifiquement aux nouvelles technologies. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ce projet dans les prochaines semaines. Donc voilà, en tout cas merci à vous toutes et vous tous d'avoir fait confiance à l'équipe de l'Espace Glenmore, qui a toujours plaisir à accueillir un public régional. Et puis je vous souhaite évidemment une belle journée de travail ici à Carhaix. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Christian Troadec. Merci pour cette introduction et cette petite remise en contexte historique. Je vais maintenant demander à Eugène Carreau, conseiller départemental des Côtes-d'Armor, délégué au numérique, maire de Bossé-sur-Mer et vice-président de Mégalis, de venir au pupitre pour nous délivrer quelques propos introductifs également pour cette journée de travail. Merci à vous et merci à Monsieur le maire. Alors, je suis particulièrement content de son propos, puisqu'on voit qu'il y a quand même une ville qui est fibrée à 100%, donc c'est quand même une bonne chose. Et donc, il a démarré aussi dès le début, quoi. Donc, voilà, donc on espère, et tout le territoire, ça sera fibré un jour, et on voit que c'est quand même un apport très intéressant au niveau économique. Alors, on voit donc, bien sûr, ce matin, par le nombre d'inscrits, l'intérêt des agents et des élus bretons de pouvoir se retrouver et de pouvoir échanger sur les sujets portés par le syndicat mixte Mégalis autour des services numériques. Depuis la dernière journée organisée sous cette forme en 2012 à Dinan, beaucoup de choses ont évolué. De nouveaux services ont été proposés, les usages et le nombre d'utilisateurs ont augmenté fortement. À un an de la fin du plan de programme quinquennal mis en œuvre en 2015, l'offre de services et le modèle économique associé montrent tous les bénéfices attendus. À ce jour, 95% des communes bretonnes utilisent maintenant au moins un des services mutualisés. Donc vous pourrez d'ailleurs prendre connaissance dans le hall de quelques résultats de l'enquête menée par le GIS Marsouin en 2018 auprès des communes bretonnes sur leurs équipements et leurs usages du numérique, où l'on voit que plus les communes sont éloignées des grands pôles, moins elles utilisent les services proposés par Mégalis, et moins elles sont en interne un élément moteur du numérique. En effet, la moitié des mairies ne disposent d'aucune ressource interne pour traiter le sujet, que ce soit un élu,
un agent diplômé ou non. On voit également que les communes de zones isolées, avec 80% de communes de moins de 2000 habitants, ne sont pas encore complètement appropriées les sujets d'actualité, comme la dématérialisation des marchés publics, le RGPD ou l'open data. 30% déclarent de ne pas connaître ou très peu les obligations autour de la dématérialisation des marchés publics. Plus une commune est éloignée d'un grand pôle urbain, moins elle a de chance d'être au fait de l'ouverture des données publiques. Et 60% des communes des zones isolées connaissent mal, voire pas du tout, ce qui définit l'ouverture des données et la loi en vigueur. Et la majorité n'a aucune idée du processus à mettre en place pour la protection des données personnelles. Enfin, en fait, seulement une commune bretonne sur 10 s'est totalement approprié les réglementations en vigueur concernant l'ouverture des données publiques et la protection des données personnelles. Donc on voit bien à travers cette enquête une réelle nécessité de réaliser et de poursuivre les actions d'information et d'accompagnement des collectivités bretonnes et de réfléchir à des opportunités de mutualisation. L'exemple du portail donc d'Atarmor, du CD22 et de l'animation donc réalisée. Comment accompagner les communes, les agents et les élus à la transformation de leurs administrations afin de répondre aux enjeux qu'impose cette vague numérique dans notre société? C'est bien à ces nombreuses interrogations que nous souhaitons apporter des éléments de réponse et de réflexion tout au long de la journée. Ce matin, au travers de 2 tables rondes, une première sur la mutualisation de projets numériques entre collectivités à tout niveau, régional, départemental, intercommunal, mutualisation comme clé de cette transformation. Une deuxième table ronde sur la conduite du changement, nécessaire dans nos collectivités pour accompagner agents et élus dans la transformation de leur métier. On peut d'ailleurs noter sur ce point les besoins de formation des agents remontés par l'enquête du GIS Marsouin où les maires forment régulièrement les personnels à plus de 50%, mais moins de 10% le sont systématiquement. D'autre part, ces communes remontent comme principaux freins à une commande publique dématérialisée le fait de la non-maîtrise par les agents en mairie de la plateforme des marchés, à 53%. C'est bien également l'objectif des ateliers de cet après-midi, d'aborder de manière plus opérationnelle ces sujets d'actualité, avec des retours d'expérience sur la mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et sur les démarches de la mise en conformité au RGPD. Un atelier pour découvrir comment publier et valoriser les données publiques. Et enfin, un atelier de présentation des outils proposés par l'État qui peuvent être utilisés par les collectivités en présence de représentants de la DINSIC. Donc merci à tous les intervenants d'avoir accepté de partager leurs expériences et leurs points de vue aujourd'hui. La mutualisation des services numériques portés par le syndicat mixte est une exception en France en termes de nombre de services proposés et de nombre de collectivités utilisatrices. Donc il faut s'en féliciter et se le rappeler aussi, bien sûr. Toutefois, cela amène forcément beaucoup d'attentes, tant en termes de qualité de service et de performance qu'en termes d'évolution des services proposés. Il s'agit donc pour les années à venir de réussir le passage à l'échelle de cette mutualisation et d'assurer à l'ensemble des collectivités de Bretagne la fourniture d'outils de qualité et d'un accompagnement adapté. Ce sera bien tout l'enjeu du plan de programme 2020-2024 qui est en cours de préparation. Afin de répondre à ces attentes, des temps d'échange comme aujourd'hui sont importants pour partager des projets, des expériences et rencontrer des homologues, agents et élus. Encore un grand merci donc d'être venus si nombreux et je vous souhaite donc à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup, Eugène Carreau. Donc, écoutez, messieurs, dames, on va lancer les hostilités avec un petit mot. Donc Eugène Carreau l'a évoqué du programme. Donc 2 tables rondes qui vont échelonner notre matinée, 2 tables rondes de 60 minutes avec des intervenants ici sur scène et puis vous ici présents dans la salle qui pourrez intervenir et aussi poser vos questions. Alors comme vous êtes nombreux, pas de manière directe mais via un outil qui s'appelle YouSlide. Alors vous allez pouvoir déjà tester tout ça en vous connectant directement sur le http://journéemégalis.bzh. Donc voilà, vous allez tranquillement sur Internet, vous tapez cette adresse et puis vous allez tomber sur une page d'accueil
où vous aurez tout un tas de fonctionnalités qui vont vous permettre de profiter de cette journée pleinement et numériquement, puisque vous allez pouvoir télécharger tout ce qui va être projeté ici, tout le déroulé sous PowerPoint de la journée, ce qui vous permettra de conserver les noms des gens, les thématiques de nos échanges. Vous pourrez également prendre des notes, parce que voilà, si pour ceux qui ont opéré leur transition numérique et qui ont peut-être pas pris les papiers crayons, voilà, vous pouvez prendre des notes directement via cet outil, et puis vous pouvez effectivement utiliser la messagerie pour poser vos questions, faire vos remarques. Alors pour les questions, donc c'est moi qui ferai le relais auprès de nos intervenants via une tablette, et donc n'hésitez pas, si vous avez une question précise à un de nos intervenants, à bien spécifier à qui est la personne à qui vous souhaitez poser la question. Et puis voilà, sachez que toutes les questions ne pourront pas être posées si elles sont très nombreuses, mais que toutes les questions sont conservées et seront traitées a posteriori par les équipes de Mégalis, et une réponse vous sera apportée donc ultérieurement. On va faire un petit test pour voir si cela fonctionne, puisqu'on va aussi vous proposer de répondre à quelques questions via des petits sondages, via cette plateforme YouSlide, que l'on remercie de s'associer à cette journée. Alors, vous allez, quand vous vous êtes connecté, on va vous proposer de répondre à un petit test. Alors, je ne sais pas si Thomas est prêt pour lancer le petit sondage. Ah, on a perdu la connexion. Ça commence bien. Alors, on relance. On relance. Comment ? Ah. Donc en fait, la petite question qui va vous être posée, c'est de quel département vous venez. Comme ça, ça va nous permettre de dessiner un petit peu cette salle ici présente. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà accès à la question, ou si pas encore. Ah ben là, on a tout perdu. Tout le monde le voit via l'application, d'accord. Il n'y a que moi qui ne le vois pas. Donc, est-ce que peut-être Muriel peut me dire si on voit le sondage et on peut y répondre ou pas du tout ? Est-ce que vous savez cette fameuse question qui s'affiche ? Ah, vous avez « Tenez-vous prêt ». Donc voilà, c'est le petit suspense. Donc tenez-vous prêt. On va donc lancer le sondage. Est-ce que la question apparaît ? Bon, je voulais un petit peu dévoiler en avant-première, mais la question apparaît. Très bien. Donc on va vous laisser répondre et puis quelqu'un va pouvoir me dire... Voilà, les résultats de ce sondage. Donc, est-ce que tout le monde a répondu à cette fameuse petite question de quel département est-ce que vous venez ? Et puis, je vais me rapprocher de la partie cachée de la technique pour avoir les... En tout cas, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, le temps d'avoir les réponses à ce sondage, je vais inviter les intervenants de notre première table ronde à venir nous rejoindre. Donc la première table ronde qui s'intitule « Au lendemain des réformes territoriales et à l'heure des contraintes budgétaires, mutualisation, clé de la transformation numérique, point d'interrogation ». Et pour ce faire, je demande à Gérard Lahellec, Gilles Bertrand, Ronan Pichon et Marc Lemoine de venir me rejoindre sur cette scène. Messieurs, vous allez pouvoir venir prendre place. Alors, je vais me garder la place du bout, mais je vous laisse vous installer sur les 4 fauteuils qui sont ici présents. Voilà, je vais vous présenter nos intervenants dans une minute, mais est-ce qu'on a les résultats de notre 31% des gens qui viennent des Côtes-d'Armor, 26% du Finistère, 21% d'Ille-et-Vilaine, et 20% du Morbihan. Donc voilà.
Et 1% d'un autre département, d'accord, très bien. Mais comme quoi, voilà, on suscite l'intérêt, c'est vraiment très très bien. Merci d'avoir répondu à ce premier petit test. Nous allons maintenant commencer notre table ronde. Je vous présente nos intervenants. Gérard Lahellec, bonjour, vous êtes vice-président de la région Bretagne en charge des transports. Nous avons également Gilles Bertrand à vos côtés, qui est vice-président de Redon Agglomération, délégué à l'aménagement de l'espace, aux mobilités, aménagement et usage numérique, transition énergétique, que de portefeuille. Ronan Pichon, vice-président de Brest Métropole, chargé du numérique, de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Et pour terminer, Marc Lemoine, directeur général des services de Bretagne romantique. Donc matinée, vous l'avez compris, assez pratico-pratique avec voilà, des retours d'expérience, des exemples menés par les vos différents territoires, donc qui n'ont pas les mêmes typologies, les mêmes histoires, les mêmes échelles, les mêmes contraintes. On va écouter vos témoignages et ensuite engager quelques réflexions un petit peu plus transversales. Et puis je vous rappelle que donc vous pouvez, via l'outil YouSlide, poser vos questions au fil de l'eau et puis on essaiera de les intégrer à notre discussion. Donc le Finistère nous accueille. Nous allons commencer par vous, Ronan Pichon. Donc je rappelle, vice-président de Rennes Métropole en charge du numérique. Alors, quelques éléments de contexte. Brest Métropole. Qu'est-ce que j'ai dit? Rennes. Ah ben voilà. Tout le monde sait d'où je viens, je crois. Voilà. Quelques éléments de contexte. Alors, sur Brest Métropole, 8 communes, 210 000 habitants, dont 140 000 à peu près pour la ville-centre et sa proche périphérie. Vous me disiez ne pas avoir attendu la question du numérique pour mutualiser, car historiquement, vous faites partie des premières intercommunalités de France. Brest Métropole existe depuis 1974, c'est ça, Ronan Pichon? Il y a donc pas mal de chantiers qui ont été menés dans cette optique de la mutualisation et on va évoquer l'un des derniers en date, la direction des services informatiques et télécoms qui va être mutualisée. Expliquez-nous dans quelle mesure et pourquoi. Chacun a un petit œil sur la montre, je me devrais d'être un peu là. Oui, alors donc, je vous remercie. Donc, comme vous l'avez dit, Brest Métropole a une longue histoire d'intercommunalité, puisque en 1974, donc, on a formé la communauté urbaine de Brest, donc, qui réunissait les 8 communes. Et aujourd'hui, depuis 2015, la communauté urbaine de Brest est devenue Brest Métropole, donc, au rang de métropole parmi les... je ne dirai pas le chiffre, mais les métropoles qui ont été créées en 2015. Et nous avons donc une longue histoire de coopération intercommunale et de mutualisation au niveau communautaire d'abord et puis métropolitain maintenant. Le cas, puisqu'on parle de numérique, effectivement, en termes de mutualisation, le support de toute mutualisation, c'est quand même les services informatiques. Donc nous avons une très longue histoire d'intégration, notamment entre la ville de Brest et l'intercommunalité, donc aujourd'hui la métropole, donc qui fait que depuis des années déjà, la DSIT, donc, puisqu'on a rajouté le T, puisqu'il y avait avant une direction des services intérieurs qui ne couvrait pas les questions informatiques. Donc la DSIT est un service commun entre la ville de Brest et Brest Métropole depuis des années. Et là, nous sommes au 1er janvier, nous allons devenir la DSIT de Brest Métropole va devenir service commun de la ville de Brest, de la métropole et de 4 autres communes, donc Guilher, Bohard, Gouenou et le Relecq-Kerhuon. Et puis, bien sûr, tout ça s'inscrit dans un contexte où la DSIT métropolitaine est aussi travaille avec l'ensemble des communes depuis longtemps et avec également des sociétés d'économie mixte, des syndicats, l'agence d'urbanisme, syndicat mixte, pardon, agence d'urbanisme, etc., etc. Et alors il y a 2 éléments qui rendent cette intégration particulièrement aisée à Brest. La première, c'est effectivement cette longue histoire de coopération et de mutualisation. Et le deuxième élément qui facilite aussi cela, c'est l'existence sur le territoire métropolitain d'un réseau d'initiatives publiques qui est construit qui se bâtit depuis 2001 et qui vient servir à la fois les besoins propres des collectivités
et aussi qui sert de support à des opérateurs de télécommunications locaux qui viennent l'utiliser pour des services aux entreprises. Voilà, c'est quelques éléments de base. Donc, comme je le disais, cette mutualisation est rendue possible matériellement par ce réseau de fibres, puisque nous sommes aussi ici réunis pour Mégalis, qui porte des services numériques, mais qui est aussi en charge du déploiement de la fibre sur une bonne partie de la Bretagne. Et ça redit l'importance de la connectivité matérielle pour servir de support ensuite à des services mutualisés. Alors cette mutualisation entre la ville de Brest, la métropole et d'autres communes. Alors entre la ville de Brest et Brest Métropole, on est réellement sur un service commun, c'est-à-dire qu'il y a une seule et même administration, un seul directeur général des services et donc les salariés de la collectivité sont salariés de la métropole et ils travaillent pour la ville de Brest quand leur fonction le demande. Le niveau de mutualisation auquel nous allons commencer, enfin à laquelle nous travaillons avec les autres communes, c'est ce qu'on appelle la mise en commun des moyens, donc ce qui permet à la métropole de porter les services, mais de laisser aussi aux communes la liberté de choisir leurs priorités et ce qui permet de maintenir leur lieu, leur liberté dans le choix des déploiements qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas les communes conservent, et ça à Brest Métropole on y est attaché parce qu'on a une longue tradition de coopération intercommunale, la liberté communale, même pour les services mutualisés ou les services, reste un élément très important dans les choix. Voilà, c'est les quelques éléments de base de cette mutualisation. Est-ce que vous voulez nous parler, alors peut-être réfléchir au pourquoi, je ne sais pas si on l'a vraiment évoqué, ce pourquoi, cet intérêt de cette mutualisation, tout du moins pour ce service informatique et télécom. Je pense que tout le monde fait le constat qu'aujourd'hui, de plus en plus, les supports numériques, la digitalisation de l'administration et puis des moyens, des outils de travail, fait qu'on a besoin d'une plus grande technicité, d'une plus grande expertise, et que c'est aussi ce qui a conduit à la fondation du syndicat mixte Mégalis, mais c'est quand même essayer de se donner les moyens en se mettant ensemble pour pouvoir porter des choses plus lourdes et plus complexes. Et c'est à ce titre-là que se fait la mutualisation. Et puis, cela permet aussi, dans l'exercice des métiers des uns et des autres, de rendre un service que j'espère plus efficace et qu'il l'est, je pense. Vous dites que effectivement mutualiser, c'est dans une logique d'optimisation en fait, d'optimisation pour à tous les niveaux. D'optimisation et de rationalisation aussi, parce que on est véritablement à un moment donné, on a besoin, on porte des choses de plus en plus complexes. On va parler d'open data, de données, de RGPD, de choses comme ça. Ces choses-là demandent quand même un haut niveau de compétences et ne peuvent pas être assurées individuellement par chaque commune, sauf, je dirais, avoir là effectivement une débauche de moyens, et ce serait peut-être un gâchis que de se priver de la possibilité de mettre en commun des choses qui correspondent à des préoccupations communes. Comment ça, là vous êtes au démarrage de la démarche, comment elle s'opère cette mutualisation, avec peut-être quels accompagnements, quelles contraintes, on est au début, on va au 1er janvier, on donne le go, donc c'est-à-dire que là le travail préalable a déjà été fait. Il s'accompagne essentiellement d'un travail d'accompagnement local par l'administration locale, puisqu'on a réellement l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps, en bonne intelligence. Et on a su trouver le bon équilibre, je pense le bon équilibre qui permet de donner à l'ensemble des communes
qui le souhaitent les moyens mutualisés, tout en leur laissant la liberté de choisir les services qu'ils souhaitent porter en propre, la façon dont ils veulent organiser leur travail. Et donc voilà, donc on est vraiment sur des logiques très opérationnelles et qui font consensus. Et il n'y a pas eu de grandes difficultés. Le seul élément un petit peu délicat en termes opérationnels, ce sera dans la vie de cette mutualisation, de s'assurer que notamment les agents au quotidien sauront bien faire la différence entre les services mutualisés et les services qui restent propres aux communes et qui doivent être supportés, je dirais, par les services communaux. Donc il y aura sans doute des petits réglages à faire, mais ça ne devrait pas poser de problème. C'est inhérent effectivement à la mise en place de nouvelles pratiques. Merci beaucoup. Ronan Pichon, on va écouter une autre expérience sur une autre collectivité, puis après, je lui disais, on verra des questions peut-être plus transversales. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, vos réflexions, etc. via la plateforme. C'est vraiment fait pour. Donc Gilles Bertrand, on va passer avec vous pour donc Redon Agglomération. Un mot sur votre territoire. Alors là, on est sur une donne un peu différente de Brest. 31 communes, 68 000 habitants. Un territoire un peu plus complexe, puisque, comme vous l'avez dit, 31 communes avec une montée en nombre de communes, enfin un agrandissement de l'EPCI, non pas dû en majeure partie à la loi NOTRe, mais dû à l'histoire qui a permis en 10 ans, en fait, on est passé de 20 communes à 31 communes, pas par la loi NOTRe. 68 000 habitants aujourd'hui et on est, à cheval sur 3 départements et 2 régions. D'accord. On a même des vice-présidents à Redon Agglomération qui habitent en Loire-Atlantique. Hein. D'accord. Donc tout l'intérêt, je vois Gérard Laëlec qui déjà... Voilà. Donc, voilà la complexité. Alors moi, pour la mutualisation... Vous dites-vous, c'est un état d'esprit déjà? Pour moi, c'est un état d'esprit. Les communes ont commencé il y a longtemps avec d'autres mutualisations sur la voirie, sur des choses comme ça. C'est vraiment un état d'esprit. Et puis, en me nommant à l'aménagement numérique du territoire, nous avons saisi l'opportunité au moment de l'open data, en fait, de fédérer en fait le plus de communes possible, puisque nous, sur notre territoire, par la loi, il n'y avait que 4 communes concernées sur les 31 communes pour l'open data. Et on a réussi, suite au constat qu'a fait par exemple Eugène Carreau dans son introduction sur sur les petites communes, l'ingénierie et puis l'équipement des petites communes, on a réussi à fédérer les petites communes. Alors pas les fédérer pour les fédérer, mais on les a fédérés, on les a accompagnés. Et puis aujourd'hui, on a 20 communes qui ont délibéré et qui mettent en ligne quelques fichiers open data. Ouais, sur les 31, 20 ont adhéré alors qu'elles n'avaient pas l'obligation légale de le faire, mis à part pour donc 4 d'entre elles. On va poursuivre bien sûr le travail, et ça a été... on va le poursuivre avec Mégalis, mais ça a été porté par Mégalis. Mais on a saisi cette opportunité pour aller sur cette mutualisation. Il a fallu faire preuve de pédagogie, effectivement. Alors, voilà, puisque Open Data, c'est un gros mot, ça demande un peu de compétences pour savoir de quoi on parle. Et puis, la pédagogie, elle a été... on s'est appuyé sur les connaissances de Mégalis et puis du service informatique de la communauté d'agglomération maintenant pour expliquer à la fois aux élus mais à la fois aux techniciens de chaque commune. Donc on a aussi en parallèle mis un réseau de DGS en marche qui fonctionne très bien à la communauté de communes. Donc l'information, quelle que soit l'information sur la voirie, sur autre chose, mais aussi sur l'open data, aussi sur le transport scolaire, parce que c'est notre sujet actuel, mais aussi par l'intermédiaire de ce réseau,
on avance sur la mutualisation. On parle de combien d'agents là sur votre territoire, et est-ce que du coup tout le monde est concerné ou tout du moins s'implique dans cette question de la numérisation ? Tous les agents de la communauté de communes s'impliquent évidemment. Dans les communes, c'est à nous, pour moi, c'est avec cet état d'esprit, c'est à nous, les élus et puis les plus grosses communes, de montrer l'exemple pour que les petites puissent se fédérer autour, suivre un peu, mais c'est au bénéfice, on leur laisse la liberté de venir ou de ne pas venir, mais c'est à leur bénéfice, c'est surtout à leur bénéfice en fait, parce que apporter des services mutualisés dans une commune, c'est toujours au service des citoyens, quoi. Donc, ouais, c'est toujours la visée qu'il faut attendre. Vous parliez de ces communes qui ont commencé à essayer de mettre des choses en ligne, etc. Vous parliez notamment, par exemple, de choses qui avaient trait à l'événementiel via l'Office du tourisme, qui était vraiment un premier pas et un vrai succès. Voilà, il fallait attirer les communes et parler de quelque chose de concret. Et on a eu la chance d'avoir un office de tourisme qui avait travaillé en amont et qui avait un outil pour mettre en ligne les événements de plusieurs communes. Donc on s'est appuyé sur cet outil, et donc là il y a eu un intérêt fort de la part des communes pour faire parler d'eux. Donc il y a eu un intérêt fort des communes pour rentrer dans de l'open data via l'office de tourisme en fait. Voilà. Et donc du coup le lendemain de l'événementiel, on a parlé d'autres fichiers bien sûr. Un petit mot, parce que je pense que vous êtes aussi en train de réfléchir à la mutualisation informatique. Quelle forme est-ce que ça peut prendre? Où en sont les réflexions? Alors aujourd'hui, on a le service informatique de la communauté d'agglomération travaille pour plusieurs organismes, l'agent d'activité, l'office de tourisme, des choses comme ça. On mutualise aujourd'hui avec la commune de Haller. Comme une prestation en fait. On va poursuivre prochainement la mise en commun et l'hébergement et puis la maintenance en commun de quelques logiciels avec la ville de Redon. Et puis on est bien parti pour fédérer les quelques communes quand elles vont vouloir avancer pour aller jusqu'à la maintenance de leurs services informatiques. Avec un périmètre défini, mais de commune en commune. Donc on va monter en capacité le service informatique pour qu'on puisse assurer la maintenance d'autres mairies en fait. C'est un vrai atout puisqu'on pourrait avoir des serveurs en commun, donc des logiciels en commun, des groupements d'achat et des choses comme ça, quoi. D'accord. Et derrière ça, on a aussi la montée en compétence de nos agents, puisque avec des logiciels en commun, c'est facile de faire monter en compétence les agents des communes, quoi. Oui, on va y revenir après de manière plus transversale. On a pas mal de questions qui arrivent. Je vais essayer de les poser un petit peu au fil de l'eau. N'hésitez pas, si les questions vont en direction vraiment d'une communauté de communes, à préciser de laquelle potentiellement il s'agit. On voulait juste faire peut-être une petite pause dans ces témoignages pour vous solliciter sur une petite question de quiz. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, on voulait vous poser une question, de savoir si vous, ici présents, vous aviez des projets de mutualisation et dans quel domaine ils pouvaient s'opérer. Alors, je ne sais pas si... tenez-vous prêts pour ce petit sondage. Vous allez pouvoir répondre à cette question. Voilà, dans quel domaine prévoyez-vous de mutualiser? Matériel, logiciel, personnel? Pas de projet? Voilà, ça s'équilibre. Vous voyez l'évolution en temps réel, hein, c'est assez intéressant. Donc voilà, avec ces éléments qui bougent encore un peu, mais on voit que clairement, niveau logiciel, ça se détache. Matériel également. C'est un peu écho à ce que vous disiez tout de suite aussi, Gilles Bertrand. Il y avait quand même une question justement sur Redon, avec
Combien de personnes dans le service informatique de la communauté de communes de Redon? On parle de combien d'agents, de personnes? Alors aujourd'hui, on a 4 personnes, mais des recrutements en cours. En fait, on devrait être 6 personnes fléchées sur le service informatique, quoi. Ouais, et une augmentation des effectifs parce après, que... on connaît la difficulté à recruter dans ce domaine. Dans ce domaine. C'est vrai? Oui, c'est tendu, en fait, voilà. D'accord. On va poursuivre avec nos 2 témoignages. On prendra ensuite quelques questions transversales. On va entendre Marc Lemoine, directeur général des services de la communauté de communes de Bretagne romantique. Nous sommes là entre bonjour à toutes et à tous. Entre Rennes et Saint-Malo. Entre Rennes et Saint-Malo. Le trait d'union, puisqu'on touche les deux grosses structures. 27 communes. La plus grosse, c'est Combourg, 6 000 habitants. 6 000 habitants, 17 communes de moins de 1 000 habitants, ouais. Quand même, et les plus petites fait 150 habitants. D'accord, et on parle de combien d'agents pour 85 agents permanents, et avec le chantier d'insertion, on arrive à une petite centaine d'agents sur l'intercommunalité. Alors, on va parler du SIG, du service d'information géographique, hein, qui a été un peu le point d'entrée dans la démarche de mutualisation pour vous, et en plus à une échelle plus large que la communauté de communes, finalement, qui dépassait un petit peu vos frontières. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Tout à fait. On en parlera un peu plus tard, mais on avait déjà des expériences dans les écoles, mais vraiment à l'échelle interne à l'EPCI. Par contre, il y avait une réflexion qui est née en septembre 2017 avec le pôle d'équilibre territorial rural, le PETR du pays de Saint-Malo, qui avait travaillé sur un projet de territoire. Et en même temps, chacun des EPCI du territoire avait, selon leur niveau, déjà un service informatique, un SIG d'installer ou réfléchissait pour en mettre en place. Et lors d'un bureau du PETR de Saint-Malo en septembre 2017, cette structure qui portait le SCOT, schéma de cohérence territoriale, avait nécessité d'avoir des outils informatiques de suivi de ce dispositif. Donc c'est là quand ce bureau est germé de dire travaillons ensemble, faisons ensemble, puisque séparément nous avons des besoins. Nous sommes sur des domaines qui sont très pointus. Donc pour arriver à avoir du personnel qualifié, former ce personnel, suivre les évolutions technologiques, c'est la réflexion à germer dès le bureau de dire créons au moins un groupement de commandes. Et très vite, le groupement de commandes a été beaucoup plus loin, c'est de chercher une structure porteuse et d'avoir un service SIG unifié qui se fait à l'échelle des 4 PCI, Côte d'Émeraude, Dole, Baie du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo Agglomération et Bretagne Romantique, plus le PETR en lui-même. Donc en gros, c'est un bassin de 170 000 habitants qui est porté par ce dispositif. Ça s'est mis en place, les délibérations ont été très vite au sein de chacun des EPCI et de la structure pays. Il était opérationnel depuis le 1er septembre 2017, parce qu'il a fallu recruter, mais ça fait quand même un service à 5 personnes pour ces 170 000 habitants, qui permet de répondre à des attentes, aussi bien avec le cadastre, puisqu'on avait toutes les attentes liées déjà en 2015 avec les services d'instruction du droit des sols, qui avaient été portés. Pareil, on avait rejoint très vite le dispositif Mégalis pour mutualiser le logiciel. On avait fait à l'échelle de 3 EPCI la structure, parce qu'on avait gardé la structure de l'État qui était sur notre territoire. Donc à l'échelle de 3 EPCI à l'époque et 2 maintenant. Donc la mutualisation, je pense, à l'échelle des EPCI est des fois plus facile à faire, parce que les moyens dont on dispose sont plus conséquents aussi. La facilité de recruter de l'expertise, c'est plus facile sur des grosses structures d'aller chercher de l'expertise en catégorie A, en cadre contractuel ou non, mais on a plus de facilité, c'est plus porteur et on en voit tout de suite les effets que propre à chaque EPCI où là effectivement on est confronté aux tailles de nos différentes structures en interne. Donc c'est plus complexe, on y arrive, mais c'est beaucoup plus complexe. Et là je pense qu'on a toute la pertinence d'aller chercher très loin derrière. Vous parliez d'efficacité très concrètement aujourd'hui. Efficacité, efficience, ça permet de répondre beaucoup plus facilement à des échelles de numérisation. On est rentré dans une logique de PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc effectivement, il y a des numérisations, il y a des standards à mettre en place, il y a des réactivités et il y a des données. Comme l'évoquaient les 2 intervenants précédents, avec l'open data ou les RGPD, on a des obligations réglementaires lourdes, donc c'est important derrière.
Je voulais qu'on parle du programme numérique à l'école, qui est aussi quelque chose que vous avez mené sur le territoire, une vraie démarche de mutualisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était l'idée de départ et en quoi ça correspond aussi à un projet de mutualisation ? Alors c'est parti de l'idée d'un groupe d'élus qui était très motivé. Il y avait des disparités sur notre territoire rural. Effectivement, la difficulté, puisque c'était les mairies qui fournissaient l'informatique dans les écoles, c'était d'avoir des niveaux de matériel et de logiciels à fournir systématiquement. Donc il y a une volonté au niveau de l'EPCI de fédérer, de porter ce dispositif. Nous avons 20 écoles qui sont concernées sur les 27 communes du territoire. Nous avons 133 communes de déployer. Ça a démarré en 2010. Il y a une deuxième phase en 2016 puisqu'on a renouvelé le matériel. Et là, nous avons déployé plus de 300 ordinateurs au sein des écoles du territoire. Une deuxième phase expérimentale est apparue en 2014-2015 avec des demandes des enseignants sur des tableaux numériques des TNI informatisés. On n'est pas parti sur une dotation générale de droit, mais on est parti sur une expérimentation pour que ça prenne bien, qu'on n'ait pas du matériel qui dorme dans les écoles. Donc il y a eu un groupe d'enseignants qui a été pilote, accompagné par le service informatique de la communauté de communes. Ce groupe de travail avec des élus ont travaillé, réfléchi, une bonne adéquation avec l'éducation nationale a été mise en place. On est parti sur 7 TNI en expérimentation. Actuellement, on est à 20 TNI, donc un par école de déployer. Les tableaux, fameux tableaux numériques et informatiques. D'accord. Donc là, vous voyez plusieurs acteurs fédérés mis autour de la table. Et les rôles ont bien été répartis. Je veux dire, les communes sont restées acteurs puisqu'on est dans les bâtiments appartenant aux mairies. C'est elles qui prennent en charge, je dirais, les connexions et puis le câblage. L'intercommunalité porte en charge les abonnements à l'Internet, le matériel à acheter, la maintenance à distance. L'éducation nationale fournit les logiciels derrière. Tout ça, à travers une convention, les rôles de tout à chacun sont préservés, sont maintenus et travaillent en bonne intelligence. Et on voit le succès puisque ça fonctionne bien. On est déjà une génération de renouvellement du parc informatique. Et nous avons aussi, nous réfléchissons actuellement pour mettre en place un panier numérique. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura du renouvellement, le choix sera laissé aux équipes enseignantes des écoles en collaboration avec les mairies de choisir ou des tablettes ou un tableau numérique informatisé à remplacer ou des ordinateurs à mettre en place. C'est 50 000 € par an consacrés de budget quand même par le PCI annuel pour renouveler tout ce parc. C'est peut-être aussi ça qui fait l'importance de cette coordination quelque part. Tout à fait. À un moment donné, on touche les limites budgétaires dans chaque collectivité. C'est vrai que de mutualiser, on arrive beaucoup mieux. C'est plus facile de renouveler 50 ordinateurs avec des prix intéressants que 1 ou 2 ordinateurs, chacun dans son coin. Ouais, donc cette question effectivement de la rationalisation. Du coup, quelqu'un demande, est-ce que vous avez des retours des enseignants ? Les retours sont positifs puisque systématiquement, il y a un état des lieux qui est fait à la fin de chaque année scolaire et on demande, ils sont associés systématiquement dans la démarche du matériel à mettre en place. Les nouveaux enseignants sont pris en compte. Lorsqu'il y a des fermetures, ouvertures de classe, c'est pris en compte aussi derrière. Donc ça veut dire qu'on peut redéployer du matériel lorsqu'il y a une fermeture à un endroit sur un autre établissement. Donc voilà les informations que je peux vous apporter. Et vous disiez effectivement plusieurs acteurs fédérés autour de la table. Donc cette question du choix des matériels, elle a été guidée par vraiment l'usage. Les usagers, les utilisateurs. Une question peut-être sur tout l'intérêt de porter au-delà du financement dont on a parlé, de porter cette démarche, de la faire porter par la communauté de communes, c'est vraiment essayer de mettre un maximum de personnes autour de la table et d'avoir quelque chose de cohérent et de commun. Il y a surtout un souci, c'est d'équité du territoire. La taille des collectivités fait qu'effectivement il y avait des disparités et l'important c'est quand même les enfants qui sont les générations à venir, que chacun puisse bénéficier des mêmes services, des mêmes accès derrière et avoir les mêmes chances de réussite dans le futur. Donc c'était vraiment l'élément fédérateur qui a uni tous les élus du territoire.
On va écouter un dernier témoignage, celui de Gérard Laëllec, donc vice-président de la région Bretagne en charge des transports. Vous allez nous parler du dispositif Corrigo. On reviendra sur des questions un petit peu après, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent sur l'application. Quand j'ai cherché sur Internet, alors Corrigo, la définition, c'est une carte de billettique multimodale utilisée en Bretagne, une carte jaune qui est pour l'usager un titre unique de transport rechargeable pour tous ses déplacements en transport en commun, soit à l'unité, soit sous forme d'abonnement. Elle a fait ses débuts à Rennes en 2006 et elle a été progressivement étendue à d'autres agglomérations de la région avant de devenir ce qu'on appelle la carte bretonne des déplacements. Alors bien sûr, si toutes les collectivités bretonnes n'ont pas forcément adopté Corrigo, c'est quand même un bel exemple de mutualisation à une échelle la régionale, et c'est un dispositif assez unique en France. Gérard Laëllec. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme je pressentais que j'allais être interrogé sur la mutualisation, je suis venu ici avec 2 objets matériels. Une carte, un morceau de matière plastique orange et un smartphone, qui sont au fond, à ce jour, les illustrations matérielles au fond de quelque chose qui demain a vocation à se retrouver dans une même intelligence, regroupée dans un même téléphone portable. Et si tout n'est pas aujourd'hui encore, je dirais, abrité dans une seule application, c'est qu'il y a des raisons, c'est que tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Ça, c'est un premier constat. Et comme tout le monde n'avance pas à la même vitesse, moi, j'ai envie de parler, comme on parle de Corrigo et de Go, beaucoup de Go, eh bien, j'ai envie de parler quand même du dernier né de nos mutualisations, c'est la plateforme quand même WestGo. Tout simplement parce que je trouve qu'il faut se connecter à l'actualité, et je dirais que jamais comme aujourd'hui, la question de l'utilisation partagée et opérationnelle de la voiture ne s'est posée avec une si grande acuité. Aujourd'hui, c'est ça qui occupe le devant de la scène, et je pense que nous avons eu raison entre collectivités, dans le cadre d'un exercice consensuel, de travailler au cours des 2 années écoulées pour aboutir à mettre en place cette plateforme WestGo, qui est une plateforme publique, gratuite, de covoiturage, donc, sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin. Et parce que, contrairement à une illusion, Blablacar n'assure pas ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour assurer des segments de marché, répondre aux besoins des usagers, mais pas nécessairement, en tout cas, ça n'est pas leur raison d'être première, que de répondre aux besoins de mobilité dans les territoires et des territoires eux-mêmes. Donc WestGo a vocation à évoluer, et je pense, mais ça je le mets en débat tout de suite, je pense qu'il faut que ça évolue vite. Parce que c'est pas très connu, c'est pas assez utilisé, il faut que ça soit facilement utilisable sur smartphone, et un des premiers engagements que je prends ici aujourd'hui, c'est de dire que dès l'année prochaine, dès ce début d'année, dans nos objectifs budgétaires, nous avons bien pour ambition de faire en sorte que le covoiturage commode, pratique, eh bien, soit abrité derrière, je dirais, une application très simple. Et pour ça, on avait besoin de les fédérer. Et je veux remercier Mégalis d'avoir été un acteur déterminant pour réaliser cette mutualisation, même si à l'heure où je parle, tout le monde n'est pas encore complètement convaincu. Donc, je crois qu'il faut dire les choses dans ces termes-là. Et si tout le monde n'est pas convaincu, c'est parce que le degré de sensibilité et de culture au sujet n'est pas le même partout. Je pense qu'il faut pouvoir se dire ça. Et vous parliez d'une question de rythme. C'est une question de rythme, mais je pense en même temps qu'il y a un besoin. Donc il va falloir ne sûrement pas renoncer, mais tout au contraire continuer à avancer, garder la porte ouverte pour tous ceux qui n'ont pas encore ou qui ne seraient pas prêts, et faire en sorte que nous ne prenions pas de retard pour précisément mettre quelque chose de populaire à disposition des populations, pour faire en sorte, pour démythifier le covoiturage. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un petit problème culturel avec ça. Les gens, spontanément, ne covoiturent pas. Et je le dis ici, ce qu'il y a d'assez exceptionnel dans le dispositif,
c'est que la mutualisation ici ne se limite pas à des mutualisations au sein du territoire administratif de la Bretagne ou de la Bretagne administrative, mais nous avons aussi 2 collectivités ligériennes qui sont dans le dispositif, à savoir la collectivité nantaise et Saint-Nazaire. Donc, nous sommes dans un processus universel qui tend à répondre du mieux possible aux besoins des populations et des territoires. Et un mot sur Corrigo, parce que vous savez, la petite carte plastique, là... 20% des Bretons l'utilisent, oui, c'est ça ? Un peu plus. Il y a 700 000 Bretons qui l'utilisent aujourd'hui. 700 000 exemplaires. Et il y a 700 000 exemplaires qui sont utilisés un peu partout, je dirais, à partir de toutes les communes, collectivités de Bretagne. Pour une raison très simple, c'est qu'un étudiant ou une étudiante qui vient étudier, par exemple, à Rennes ou à Brest, eh bien, ils utilisent certes le train, mais il faut savoir que cette carte est en train d'évoluer vers Corrigo Service, tant et si bien qu'elle va servir, je dirais, de support pour l'accès aux bibliothèques, l'accès à la piscine, l'accès au fond, à l'ensemble des services publics qui existent. C'est qu'au-delà de la carte de transport, c'est une carte Donc, de service. Donc c'est une carte qui est d'abord une carte de transport, c'est pour ça que ça reste une carte, parce qu'encore une fois, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Si demain on disait on met tout sur un smartphone, on se mettrait dans une situation de privation d'un certain nombre de territoires du confort que permet quand même l'utilisation de cette carte. Et demain, l'objectif, c'est bien entendu d'aller jusqu'à Saint et Ouessant en utilisant la commodité de ce support. Alors, ça, c'est pas grand-chose, c'est pas spectaculaire, mais le processus, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 15 années que nous travaillons à la mise en place de Corrigo. C'est pas devenu spontanément. Pourquoi 15 années ? Mais parce qu'entre collectivités, on n'était pas spontanément d'accord entre nous. Il y avait la collectivité qui était pressée d'y aller, qui disait « moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un titre de transport qui permette d'aller aisément du TER dans le métro et du métro dans le bus, point final ». Ce à quoi nous avons dit, ça vaudrait peut-être quand même le coup de réfléchir et de se poser la question, mais comment ça va rendre service aussi à Plouaret, à Lannion, à tous les territoires de Bretagne, au fond. Et c'est ce qui a rendu l'exercice assez complexe. Et aujourd'hui, la mutation du système vers Corrigo Service nous oblige, là aussi, à maintenir la porte ouverte pour faire en sorte que les collectivités qui n'y sont pas déjà puissent nous rejoindre un jour, tout en ne privant pas les autres territoires qui sont plus pressés, eh bien, d'avancer à leur rythme, parce qu'il y a des besoins. Les besoins universitaires sont dans les villes universitaires. Moi qui viens de Plufur, je n'ai pas de problème universitaire à Plufur. Donc, vous voyez, n'empêche que les étudiants de Plufur qui vont à l'université ont besoin de ce service-là. Donc, c'est cet esprit-là qui a prévalu, ce qui veut dire que Corrigo est déjà l'émanation d'une mutualisation. À l'heure où je vous parle, sur, allez, je vais le dire comme ça, 17 autorités organisatrices des transports. C'est plus tout à fait vrai, mais bon, l'année dernière, il y en avait 17. On va dire ça comme ça. Sur 17 autorités organisatrices de transport, il y en a 7 qui ont déjà adopté Corrigo. Mais ça veut dire donc qu'il y en a 10 qui ne l'ont pas encore adopté. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Elles sont intéressées, envisageront son déploiement à condition d'avoir de l'expertise technique et je dirais conceptuelle à disposition. Et elles le feront vraisemblablement le moment venu lorsque se posera la question du renouvellement des marchés de transport, par exemple. On peut comprendre qu'elles ne puissent pas le faire tout de suite ou que ça n'apparaisse pas comme étant la priorité absolue première. Bon. Cela dit, avec 700 000 cartes qui circulent, pour être dans le coup... Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec cette mutualisation, et je vais m'arrêter là-dessus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le fait d'avoir été exigeants ensemble sur le concept, c'est ça qui nous a permis d'en faire un outil qui est envié par tout le monde aujourd'hui. Le Pass Navigo, un peu plus loin que de chez nous, là-bas où on va de temps en temps,
eh ben, ma foi, culturellement, il est quand même d'inspiration Corrigo pour beaucoup. Je ne dis pas que les Parisiens viennent chercher tous leur inspiration en Bretagne, mais moi, ça ne me choque pas quand C'est la le petit côté Bretagne chauvin qui peut parle, un petit je peu sais. inspirer d'autres territoires. Non, mais voilà, nous avons un réseau de communes, de villes très diversifiées. Et donc, évidemment, il faut se mettre au diapason de cette situation particulière. Et quelque chose qui peut apparaître comme un inconvénient quand on commence à travailler, lorsqu'on le travaille bien, ça peut devenir un avantage. Il y avait une remarque sur les 20% de Bretons qui utilisent Corrigo. Qui sont-ils? Des jeunes, des actifs, des urbains? Est-ce que Non, finalement... mais la dominante, c'est beaucoup les jeunes, forcément, notamment les étudiants, c'est la dominante. Les urbains et les transports du quotidien. Les transports du quotidien. Cela dit, il faut également démythifier tout ça. Demain, ce support, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au stationnement dans toutes les villes moyennes pour les gens utilisant les transports collectifs. L'usage va être, autrement dit, la faculté du service, elle va être déployée à des services qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui. Parce qu'il arrive que la réalité aille plus vite que l'imagination. Juste une remarque également, d'après l'INSEE, en 2016, et encore 35% des Français sans smartphone. Est-ce que se focaliser sur... D'où ce Voilà. que je disais tout à l'heure. il faut, Précisément. C'est pourquoi nous avons dit, d'où le besoin de ne pas abandonner. Si on veut que tout le monde puisse accéder au meilleur, il ne faut pas se priver des cartes. Et là, pour réaliser ces cartes, et l'élargir également à Corrigo Service, nous avons eu besoin d'une mutualisation, y compris des achats. Et je vous laisse deviner qui nous a permis de réaliser cette mutualisation en Bretagne. Vous l'avez deviné, c'est Mégalis, évidemment. Donc, voyez-vous, le concept de mutualisation, il faut aussi le démythifier. Là, c'est une chose très simple, tout simplement parce que les universités qui veulent adhérer au système, au dispositif, eh bien, nous disent on peut y adhérer à condition que vous puissiez le produire à un prix correct. Au fond, c'est du service public, tout simplement. Une question sur justement le rôle de vos collectivités dans cette mutualisation. Là, on le voit bien pour la région de Bretagne, vous disiez finalement la marque, tout s'efface devant la marque. On ne sait pas forcément que c'est telle ou telle institution qui porte cette carte Corrigo. Voilà, les institutions, elles sont là pour porter la volonté politique, offrir le cadre d'ingénierie pour que cette mutualisation soit possible. Je vous laisse aussi vous passer le micro les uns les autres. Marc Lemoine. Oui, en témoignage, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Laennec, c'est qu'effectivement, nous avons un centre aquatique qui ouvre là à mi-décembre. Le logiciel a tout de suite été conçu pour pouvoir accepter le paiement par les porteurs de cartes Corrigo. Et la réflexion est la même dans la mise en réseau des bibliothèques à l'échelle de notre territoire, parce qu'on va avoir 20 points derrière. Une commune qui avait que 3000 documents va en avoir accès à 55 000. Et les porteurs, le logiciel permettra de pouvoir accepter les porteurs de cartes Corrigo pour quel que soit le point d'entrée derrière. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit vigilant et attentif, chacun sur nos territoires, de ce qui se fait autour de nous, pour pouvoir voir les démarches à la vitesse que nos moyens le permettent. Parce que je pense que les élus sont moteurs et porteurs à ce niveau-là, mais c'est plutôt des fois des freins logistiques ou financiers qui peuvent le permettre. Mais je pense qu'on tendra vers ces dispositions et là, effectivement, de mutualisation de services pour le bien des populations, parce que c'est bien ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est l'usager qui est le destinataire de toutes ces prestations. Justement, il y avait des questions par rapport à ça dans le public. Quel intérêt de cette mutualisation pour les usagers? Est-ce que c'est toujours en ligne de mire? Alors, de toute façon, nous sommes des collectivités locales, donc nous sommes au service de notre territoire et de ses habitants et de ses usagers. Donc ça, c'est la base. Quel bénéfice de la mutualisation? Alors moi, j'en vois trois. Le premier, et le cas de Corrigo l'a montré, c'est que sans mutualisation, ça ne serait pas possible. Donc déjà, la mutualisation rend possible le service, dans certains cas. Le deuxième, c'est tout simplement une question la plupart des usagers sont d'une manière ou d'une autre contribuables. C'est aussi une question de rationalisation des coûts. Donc je pense que c'est aussi important de bien mettre ça
en exergue. Et le troisième, ça vient d'être souligné là, par exemple, sur le réseau des médiathèques, mais à Brest, on a la même illustration. On a mis nos médiathèques communales en réseau. Ça a été rendu possible par la mutualisation de moyens informatiques, et ça permet effectivement du coup d'avoir un réseau de médiathèques au bénéfice des habitantes et des habitants qui soit transparent. Et ça, c'est voilà, donc ça permet sur ces trois aspects-là, ça permet d'améliorer le service, de le rendre moins coûteux et aussi de le rendre tout simplement possible. Est-ce que justement, mutualiser rime toujours avec économiser? Ça, c'est une bonne question. Et après, on parlera des moyens justement mis en œuvre. Avant cela, je voulais rebondir sur ce que disait Gérard. Oui, C'est-à-dire que chacun n'avance pas à la même vitesse, et il faut savoir se respecter les uns et les autres. Voilà. Alors, mutualiser et puis économiser, des fois, c'est pas toujours vrai. Hein. Il faut savoir accepter des fois les contraintes. Des fois, c'est un peu plus cher, mais il y a un autre service qui est à côté, et ainsi de suite. Donc, je prends souvent, moi, la contrainte du covoiturage, parce qu'on a parlé de covoiturage tout à l'heure. Le covoiturage, ça fonctionne, et ainsi de suite. Mais il faut savoir aussi que pour aller ensemble au travail, il faut savoir aussi perdre 5 minutes le matin pour pouvoir monter dans une autre voiture et peut-être gagner 5 minutes ou perdre 5 minutes le soir aussi. Voilà. Donc il faut savoir accepter quelques contraintes pour avoir un service des fois meilleur, pas forcément moins cher, ou des fois plus économe. Il y avait une question pour votre territoire de Redon sur les motifs invoqués par les 11 communes qui ne participent pas à la mutualisation informatique proposée. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, s'afficher. Oui, c'est bien, comme ça donne le temps de réfléchir. Voilà. Et donc, du coup, non, mais c'est ce que je disais, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Aujourd'hui, il n'y a pas de comment ça s'appelle d'obstacle en fait pour avancer. Le seul obstacle, c'est simplement le fait de la réflexion, et puis le deuxième, c'est on n'a pas forcément le moyen humain, ou le moyen humain qui est à côté, il n'est pas encore identifié, on n'a pas encore réfléchi sur quoi à la mairie, qui allait le faire, et ainsi de suite. Donc voilà, les communes vont sans doute prendre leur temps, mais finiront par y arriver. Par y arriver, avec cet accompagnement que peut offrir après Je n'ai pas noté d'obstacle majeur, de non-volonté en fait. De non-volonté, c'est plutôt une attente peut-être d'accompagnement et de chacun face aussi on poursuit le travail avec, en collaboration avec les communes, et puis on est aidé. Tout à l'heure, on a remercié Mégalis sur d'autres sujets. Là aussi, les interventions de Mégalis, elles sont allées jusque dans les communes, quoi. Pas simplement à l'EPCI, ils sont allés jusqu'au bout, quoi. Il y a une interrogation dans la salle, là je vais peut-être vous entendre un petit peu, qui le souhaitera, mais est-ce que la mutualisation est un rempart aux services privés qui se développent et qui tentent à remplacer peut-être certains services publics dans les territoires? Vos avis sur ça, monsieur? Je ne sais pas, moi j'ai une toute petite réflexion comme ça. Est-ce qu'on peut comparer un service mutualisé informatique, par exemple, et puis X prestations de prestataires informatiques dans chaque commune, quoi. Est-ce que c'est le même service? Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Faut savoir gérer cette chose suite à la prestation privée, en fait. Sur cette question, peut-être Gérard Lahellec. Je ne sais pas si il faut parler de rempart. Moi, je ne suis pas pour qu'on construise trop de remparts dans nos sociétés. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut donner la faculté à nos territoires d'être complètement libres, ouverts. Mais ce qu'on sait, c'est que le privé ne le fera pas, parce que c'est pas sa raison d'être. Ce n'est pas sa raison d'être. Si je prends Blablacar en matière de covoiturage, vous avez dû apprendre comme moi qu'ils ont racheté Ouibus récemment.
Ils ont racheté Ouibus tout simplement parce qu'ils ont constaté que d'abord que Ouibus perdait pas mal d'argent et d'autre part, et donc par conséquent qu'il y avait des sources d'optimisation ici qui pouvaient ne pas coûter cher. Autrement dit, comme les bus roulent, ça coûte pas plus cher de mettre des gens dedans, au contraire, on les optimise en mettant plus de monde. Bon, et donc ils se sont dit, en utilisant Ouibus comme ça et en les remplissant mieux, j'optimise mieux mon business plan lorsque je vends un produit blabla. Et ainsi, je suis sûr que j'améliore mon offre. Mais il ne l'améliore pas pour mieux desservir les territoires et pour mieux, pour mieux faire les choses pour les gens. Ils le font parce que c'est un élément du business plan. Si je prends d'autres exemples, par exemple en matière d'information multimodale, et là je le soumets à votre réflexion, à la région, nous considérons que dès l'instant qu'on a une information multimodale publique à porter à connaissance des gens, il faut être capable de leur montrer tout ce qui existe. Mais le problème, il est le suivant, comme disait quelqu'un, c'est que il pleut toujours ou c'est mouillé. Mais oui, c'est que les territoires qui n'ont rien en offre de covoiturage sont souvent les mêmes qui n'ont rien en accès numérique, sont les mêmes qui n'ont pas de bureau de poste ou de service public, sont les mêmes. Donc c'est la mutualisation qui permet de répondre, je dirais, pour le mieux aux besoins de tout le monde. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et je m'excuse, mais je le dis ici, développer cette ambition publique, ce n'est pas vrai de dire que ça coûte cher. Moi, j'ai un exemple, un seul sous les yeux. Nous avons multiplié par 2 la fréquentation TER, changé tous les trains, tout ça, et on n'a pas tout bien fait. Et il en reste beaucoup à faire. Ce n'est donc pas de l'autosatisfaction. Mais dans le même temps où nous avons développé ça et multiplié par 2 les usages, nous avons réduit en 14 ans de 49% la subvention moyenne par voyage. Ce qui veut dire que nous avons généré une baisse tendancielle du coût du service public. Donc le service public n'est pas un coût, ça doit être une ambition, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je pense qu'il faut démythifier toutes ces choses-là et avancer tous au rythme où on le décide. Roland Pichon, vous vouliez apporter... Oui, je vais poursuivre un tout petit peu le propos parce que je pense qu'on a un accord de fond sur cette question-là. Je pense que le terme de rempart n'est peut-être pas le bon, mais on voit bien qu'on est quand même dans une tendance globale. On parle de l'économie des plateformes. Il y a quelques années, on parlait d'économie dite collaborative. Maintenant, on parle plutôt de l'économie des plateformes, ce qui est plus juste. Je pense que il faut garder à l'esprit effectivement que ces plateformes, quelles qu'elles soient publiques ou privées, correspondent à des usages, correspondent à des services, et que les acteurs publics que nous sommes, nous avons une responsabilité à nous assurer que les services soient disponibles pour tout le monde, partout. Et c'est vrai que le laisser sur des choses importantes, laisser l'initiative au privé, c'est aussi laisser certains espaces à l'écart de certaines possibilités ou certaines catégories sociales aussi, puisqu'il y a aussi des questions de coûts. Et je pense qu'on a une obligation d'avancer et de s'assurer que le maximum de services est disponible pour le maximum de monde dans les meilleures conditions, et que ce soit porté par des acteurs publics ou en coordination avec des acteurs publics pour s'assurer de cette large diffusion. Je pense que c'est important. On ne peut pas se contenter de tourner le dos et de se dire que ça va se faire tout seul. Marc Lemoine, vous vouliez aussi... Oui, juste une petite précision. Quand on parle de mutualisation, c'est vrai que le raccourci, c'est qui dit mutualisation dit économie. Je voudrais quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est que les économies, on va les avoir très vite dès qu'on va faire des commandes massifiées. Effectivement, un groupement de commandes permet d'obtenir des économies immédiatement. Dès qu'on va rentrer sur des pans de technologie ou des pans très spécifiques, il faut déjà investir dans de la technologie physique, humaine, matérielle, pour avoir les retours après, derrière.
Un exemple aussi, comme quoi il ne faut pas opposer public et privé, qu'il n'y a pas de rempart qui se met en place en mutualisation. Au niveau des services d'instruction du droit des sols, les entreprises privées, on n'avait pas de cabinet en capacité de nous faire l'instruction des dossiers d'urbanisme. Il fallait bien qu'on reprenne le pan que ne faisait plus l'État derrière. Alors c'est vrai qu'on a peut-être mieux organisé, nous, sur notre territoire, de 6 agents qu'avait l'État avant, on n'en a plus que 4 pour le même nombre de communes, parce qu'on a travaillé différemment. Là, oui, effectivement, on peut dire qu'on a fait de la mutualisation et qu'on a économisé, mais économisé au bout de 2 ans derrière. Il a fallu roder le service, le mettre en place, le faire monter en puissance derrière. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer, il ne faut pas se tromper non plus quand on parle de mutualisation. Pour moi, ce n'est pas une économie immédiate. Ça peut, dans certains cas, être une économie immédiate, mais dans d'autres cas, c'est une économie qu'il faut penser sur du moyen ou du long terme. Et là, oui, on aura des économies qu'on va générer longtemps. Il y a une question dans le cadre de la mutualisation et de la collaboration pour le développement de nouveaux outils. Y a-t-il une volonté de se tourner vers des logiciels libres ? Justement, il y a peut-être cette... Je rebondirai là-dessus. Il y a quand même des limites des logiciels libres. On le voit actuellement en matière du droit des sols, puisque avec la dématérialisation pour les documents d'urbanistes que les usagers vont avoir à passer à partir de 2022 maintenant, parce que ça a été repoussé, les logiciels libres ne permettaient pas d'évoluer. Donc peut-être qu'ils vont le faire maintenant, et c'est vrai que Mégalis actuellement est en train de relancer une consultation en la matière, mais on touche aussi des fois des limites des logiciels libres. Il reste une petite dizaine de minutes, donc je vous laisse compléter. Juste donner une petite anecdote, parce que tout à l'heure je parlais fallait savoir accepter les contraintes pour la mutualisation. Moi je suis le premier adjoint d'une commune où on exerçait, où on faisait les permis nous-mêmes, on avait 5000 habitants, donc on avait la capacité et puis on avait l'humain pour le faire. Donc on faisait l'autorisation des droits des sols en interne et on avait un logiciel d'un prestataire en fait. Donc on a su accepter de passer à Redon Agglomération, au service mutualisé de Redon Agglomération, avec un logiciel où dans les premiers mois on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas tous les boutons et ce qu'on avait un mois avant, quoi. Donc voilà, Ouais. On a bien accepté la contrainte pour une question de mutualisation du service. Ronan Pichon. Juste un mot. Je connais une collectivité qui a été séduite par quelqu'un qui lui a fait une offre de logiciel assez libre, intégrant évidemment les facultés Corrigo. Sauf que le dispositif n'est pas interopérable. Et pour le rendre interopérable, on leur demande aujourd'hui un peu plus de 3 millions d'euros. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Donc là, forcément, des petits soucis. Alors, moi, je pense que la question est intéressante et elle est très importante et elle pose de vrais problèmes. Alors, moi, je suis, au-delà de ma vice-présidence à la métropole, je suis aussi conseiller municipal à la ville de Brest. Et là, j'ai une délégation numérique dans laquelle je travaille beaucoup sur des questions à la fois d'inclusion numérique, mais aussi sur la promotion des logiciels libres. Et notre DSIT utilise largement des logiciels libres dans le cadre de l'exploitation de son informatique. On n'a pas que des logiciels libres, on a des logiciels libres, des logiciels métiers comme tout le monde. Le fait est que on a deux éléments que ne remplissent pas toujours les logiciels métiers privés, je dirais. La première, c'est est-ce que nous avons la maîtrise sur les données sur lesquelles nous travaillons? Et aujourd'hui, ça n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est une vraie problématique. Les questions d'open data et d'interopérabilité se posent aussi pour des logiciels non libres et à licence restreinte. Donc c'est une vraie question. Parce qu'au-delà du logiciel, aujourd'hui, on sait très bien que ce sur quoi nous travaillons, c'est la donnée. C'est ça le cœur des métiers que pratiquent nos agents. Les logiciels en eux-mêmes, quelque part, ne sont entre guillemets que des outils pour travailler la matière qui est les données, à savoir les données de propriété du droit du sol, etc. Enfin, les données d'aménagement, les données d'inscription dans les services publics, etc. Ça, c'est essentiel. Et le caractère libre d'un logiciel
a priori, donne la possibilité au moins de remettre la main sur les données pour peu qu'on dispose de l'expertise technique, ce qui n'est pas forcément évident. Et le deuxième élément, qui est le déplacement des logiciels non libres vers des notions de logiciels as a service, de logiciels décentralisés dans le cloud, qui posent d'autres véritables questions de souveraineté aussi, parce qu'aujourd'hui, si on a des données dans un logiciel privé, mais qui sont hébergés par exemple à Brest Métropole, dans notre centre technique métropolitain, où nous avons un data center, les données qui y sont hébergées, nous conservons la maîtrise dessus. Si nous utilisions des services hébergés par un opérateur privé dans un data center, mettons en France ailleurs, mais qui serait un espace privé, quelle maîtrise aurions-nous sur ces données-là, in fine? C'est une vraie question. Et là, moi, j'ai pointé récemment en interne une étude qui a été faite par le gouvernement néerlandais, à la demande du gouvernement néerlandais, justement sur les questions de confidentialité liées à l'usage de certains logiciels privés, notamment les logiciels Microsoft. Donc il y a de véritables questions là-dessus qui se posent, parce que, in fine, celui qui a la main sur l'outil de travail a un peu la main sur ce qu'il est possible ou pas de faire. Et les logiciels libres existants ont des limites réelles. Les logiciels non libres posent des limites, et je pense qu'elles posent des limites qui deviennent de plus en plus gênantes intellectuellement et juridiquement, parce qu'on perd petit à petit la maîtrise des outils qu'on utilise. Et si on n'y prend pas garde, ça peut devenir très grave. Juste un mot pour conclure, il y a une association qui s'appelle la DULAC, que je pense que tout le monde connaît aussi, qui travaille à promouvoir les logiciels libres à destination des collectivités locales. Mégalis utilise largement aussi des logiciels libres comme base de ses services. Donc on devrait avoir une véritable préoccupation. Et là, je pense qu'il y a des choses qui doivent se penser aussi à l'échelle européenne, parce que on est quand même sur des besoins qui, à un moment donné, se chiffrent en milliards, et l'Union européenne est le bon échelon pour poser la question de la souveraineté sur ces outils numériques qui sont centraux à la fois dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles et dans notre vie en tant qu'élu ou en tant qu'agent de collectivité. On arrive au terme de notre table ronde. Malheureusement, on n'a pas pu poser toutes vos questions, mais de toute façon, comme je vous l'indiquais, elles sont toutes conservées par Mégalis, et une réponse vous sera apportée de manière un petit peu plus ultérieure. Juste, peut-être pour terminer, il y a une question. Alors, c'est la question à 10 000 euros à 2 minutes de la fin, mais c'est comment est-ce qu'on construit du bien public entre les collectivités? Si vous deviez répondre très rapidement tous les quatre à cette question du comment en priorité, voilà, comment on construit ce bien commun entre collectivités? En définissant des conventions entre nous, quelles que soient les lois. Il y a la loi NOTRe qui va arriver là. Elle ne doit pas nous interdire de coopérer entre nous, entre régions, métropoles, régions, EPCI. Si nous ne faisons pas ça, nous laisserons faire une forme d'émiettement de nos excellences. Moi, je dirais, comme j'ai un peu dit au départ, c'est de conserver l'esprit de mutualisation. Et je pense que des fois, nos plus jeunes générations pourraient aller plus de l'avant. Je pensais à la colocation, des choses comme ça. Donc, conserver l'esprit de mutualisation. Moi, je pense que le mot-clé là-dessus, c'est vraiment la coopération. Et c'est-à-dire que la coopération, ça veut dire effectivement s'autoriser à innover. Ça veut dire aussi que quand on coopère, tous ceux qui coopèrent sont égaux. Que je dirais que l'on ait un département, une région et une commune de 800 habitants autour de la table, tout le monde doit être pris en considération également. Ce qui n'est pas toujours facile, je le conçois. Et c'est vraiment essentiel de maintenir cet esprit de coopération et de permettre à l'ensemble des coopérants ou des coopérateurs de monter en puissance et de mettre la coopération avant la mutualisation. C'est-à-dire qu'on coopère d'abord, et une fois qu'on a coopéré, une fois qu'on a trouvé comment coopérer, on regarde
éventuellement a posteriori ce qu'il est pertinent de mutualiser ou pas. Mais on commence d'abord par la coopération. Marc Je Lemoine. prendrai 3 mots, partager, échanger et travailler ensemble. Voilà. Parfait pour cette conclusion tout à fait concise. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos interventions, pour la qualité de ces échanges. Je pense qu'on peut vous applaudir et vous remercier.